Deux invités avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée pour évoquer quelques grandes questions ou les perspectives de rentrée sur les marchés pour les investisseurs. Sébastien Barbe est avec nous, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Merci, bonjour Grégoire. Et à vos côtés, Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On parlera du luxe évidemment avec vous. Une maison suisse comme Bordier a forcément un avis pertinent sur le secteur du luxe et c'est une des grandes questions de la rentrée. Mais je voulais commencer avec vous Sébastien sur le cadrage macro-monétaire, ce qu'on appelle le policy mix dans le jargon des économistes, l'alliance entre la politique monétaire des banques centrales et la politique budgétaire des gouvernements, bien sûr. Un policy mix qui a été intense pour soutenir les économies tout au long de la crise pandémique et de la phase de crise pandémique. On arrive sans doute à un virage. Le signal qui est envoyé ou qui sera envoyé prochainement par la Réserve fédérale américaine est loin d'être anecdotique. On voit bien qu'on va commencer à réduire ou préparer le marché à une réduction progressive des soutiens monétaires quand on parle de la Fed. Mais on peut translater ça également sur le plan budgétaire. Le changement de tempo du policy mix, là, est-ce que c'est un thème important pour plusieurs mois, voire plusieurs années? Et qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez la sphère économique et la sphère financière? Bah oui, effectivement, c'est un vrai thème de rentrée, Grégoire. Et d'ailleurs, dans le policy mix, il y a deux choses. Il y a la politique monétaire d'une part, et puis la politique budgétaire d'autre part. Je suis frappé de voir en rentrant de vacances que le discours, même en France, c'est la crise est finie. Le quoi qu'il en coûte, on a sans doute été très loin, il fallait le faire. Et ça a produit les résultats que ça a produit, notamment sur les chiffres du chômage. Pour autant, maintenant, la question, elle est comment on l'enlève ? Comment on l'enlève, à quelle vitesse, par quoi on commence. Ça, c'est la France, mais vont se poser évidemment les mêmes questions aux États-Unis. Et je pense que c'est d'abord la première question. Il faut commencer par ça, finalement, parce que la politique monétaire en face va devoir encore jouer, je pense, un rôle de poker menteur pour continuer d'absorber finalement les dettes et les émissions publiques qui vont avoir lieu dans les mois et les trimestres qui viennent, pour avoir un côté un peu complaisant avec les marques d'inflation qu'on constate maintenant fermement sur les marchés, et continuer à donner cette ambiance un peu d'euphorie qu'on note quand même sur les marchés, même si effectivement la semaine dernière ça a corrigé sur certains secteurs. Ouais. Mais quand vous dites la question du retrait des aides, pour vous, là, en tant que financier, elle est légitime. C'est maintenant, effectivement, qu'il faut traiter cette question. Est-ce que la crise est finie pour nos économies ? Objectivement, la crise est quand même finie. C'est-à-dire que c'est même frappant de voir... moi, ce qui me frappe le plus, c'est les chiffres du chômage, notamment en France. 8%. Oui, on est revenu presque au niveau d'avant. Si on regarde le chômage des jeunes en particulier, il est sur un niveau plus faible qu'avant. Et on sent que cette crise du... Les intentions d'embauche qui sont au plus haut. Voilà, les investissements, on sent que ça a aussi accéléré tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est raison d'être, ESG, qui est maintenant au cœur dans le débat des COMEX des entreprises. Donc ça fait accélérer beaucoup de choses. Et c'est les jeunes qui peuvent répondre à ça. Donc on sent que les jeunes bien qualifiés, il y a vraiment de la demande. Donc je pense qu'objectivement, on a été même plus loin que ce qu'on pouvait anticiper, les experts, entre guillemets. Et donc force est de constater que par rapport à la dérive de la dette publique, tous les débats vont être maintenant orientés vers comment on arrête, à quelle vitesse, par quoi on commence. Bien sûr, sans doute on a été peut-être même un peu loin. Et donc si on va trop loin, trop longtemps, on risque de s'arrêter trop vite. Et les marchés, comme vous le savez, n'aiment pas les petites falaises. Alors c'est ça, vous dites on est peut-être allé un peu trop loin. Moi j'y vois aussi les enseignements tirés peut-être de la gestion des crises précédentes, où à chaque fois l'Europe notamment, soit n'était pas suffisamment laxiste, on va le dire comme ça, sur le plan budgétaire dans les phases de crise, soit retirait les soutiens trop tôt. Oui, cette erreur-là, pour le coup, on l'a pas faite cette fois, vous dites. Alors, je pense qu'on l'a pas faite. On a été très très fort, mais les États-Unis ont été encore plus forts. Quand on regarde la M2, vous savez, la masse monétaire, les États-Unis sont presque encore à 2 fois notre vitesse. Et ils ont fait déjà beaucoup dans la première phase des premiers confinements. Donc les États-Unis, ils ont été plein pot, parce que derrière, il y a aussi une question d'hégémonie politique par rapport à la Chine, etc. Et puis la capacité, quand on a le dollar, à pouvoir émettre finalement de la dette pour le futur. Enfin, c'est des théories qu'on a longtemps échangées ensemble. Donc oui, la question centrale, elle est là.
Les États-Unis vont le faire. La question, l'art et la manière maintenant consiste à transformer finalement des aides de court terme en aides de long terme avec des programmes d'investissement. Nous, on a le programme européen qui a commencé à se déployer. Maintenant, il faut répondre avec des projets intéressants pour que ça génère de la croissance et non pas du gaspillage. Justement, quand on s'apprête à retirer ces aides, là, si on reste sur ce thème, Sébastien, qu'est-ce qu'on trouve ensuite ? Est-ce que le marché semble nous dire, attention, on risque peut-être de revenir dans le schéma de croissance précédent, c'est-à-dire un rythme de croissance assez faible. Même sur l'inflation, à moyen terme, le marché semble nous dire, bon, on ne voit pas d'explosion de l'inflation finalement, au-delà des effets d'étranglement qu'on connaît encore aujourd'hui sur l'offre. Comment vous regardez ce message envoyé par le marché ? Et est-ce que oui, le risque, c'est de revenir finalement dans un schéma de croissance, une normalité qui était la normalité précédente ? Bon, alors il y a un premier point qui me paraît important d'adresser, c'est justement cette inflation future. C'est-à-dire que le marché, on a vu les taux baisser, notamment aux États-Unis, perdre 50 points de base grosso modo entre mars et aujourd'hui. Les break-even d'inflation qui mesurent l'inflation anticipée, eux, entre mars et aujourd'hui, n'ont pas bougé. Ce qui veut dire que le message du marché, c'est pas de dire on va retomber dans un risque de désinflation. On peut en avoir si les matières premières rebaissent, bien sûr, c'est la cyclicité des matières premières. Mais en revanche, sur la partie structurelle, le marché ne dit pas ça. Et je pense qu'il ne va pas encore assez loin. D'ailleurs, je pensais l'année dernière on en avait parlé ensemble, qu'il y aurait plus d'inflation, etc. Je lisais certains stratégistes qui allaient jusqu'à dire qu'il y aurait 4% d'inflation. J'achetais tous les arguments, mais je dis 4% d'inflation, ils vont fort. Et finalement, on était au-delà. Ah bah oui, parce qu'on était à plus de 5 sur l'inflation globale américaine. Donc même il y a un an, ceux qui achetaient l'idée qu'on allait dans une économie plus structurelle sur l'inflation n'avaient pas ces objectifs d'inflation. Bien sûr, ils vont rebaisser parce qu'il y a une composante cyclique. Mais je pense qu'on est rentré dans un monde qui est différent de ce point de vue-là. Il y a plein d'arguments pour aller dans ce sens-là. Je note d'ailleurs que tous les experts qui passent sur votre plateau, Grégoire, et qui sont plutôt sur un schéma où il n'y a pas d'inflation structurelle, quand on discute en tête-à-tête avec eux, quand on vise des chiffres d'inflation à 2-3%, un peu plus structurels qu'avant, ils ne sont pas contre ça, en fait. Le risque, quand on parle d'inflation, c'est de se référer aux années 70 en France. Inflation à 2 chiffres. Inflation à 2 chiffres, et ce n'est pas ça dont on parle. Mais il y a une différence sur les marchés, franchement, à long terme, entre une inflation entre 2 et 3 régulièrement, et une inflation plutôt entre 1 et 2, voire parfois en dessous de 1, comme on a connu en Europe pendant ces quelques dizaines d'années. Donc vous dites on ne reviendra pas au schéma de stagnation séculaire, en tout cas pas aux États-Unis. C'est pas aux États-Unis, mais pas en Europe non plus, pour des raisons. Et pour moi, il y a 2 raisons fondamentales. La première, c'est, et on parlait des jeunes sur le chômage en France typiquement, mais les salaires des jeunes vont augmenter. Le salaire des gens qualifiés dans le monde va augmenter parce qu'il y a de moins en moins de monde comme ça. On est passé des 30 ans où il y avait le boom de la Chine, des gens qui arrivaient en capacité de travailler, qui ont tiré vers le bas tout ça. Et là, si vous regardez, là c'est facile la démographie parce que pour le coup c'est une science de long terme, c'est écrit. On rentre dans un monde où c'est plus le cas, c'est-à-dire que ça va s'inverser. Vous rajoutez à ça un peu de relocalisation, du fait qu'il faut qu'on s'occupe plus de maisons de retraite, de métiers moins délocalisables. On peut mettre les robots de Elon Musk, mais enfin globalement ça va donner une économie moins facile sur cet aspect coût du travail. Puis l'autre élément, on en a souvent discuté ensemble aussi, Grégoire, c'est on a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, la planche à billets, le monetary. Donc les banques centrales, là, cette fois. Les banques centrales, mais ça va durer. C'est quand même assez frappant de voir qu'en Occident, on n'accepte plus, finalement, moralement, de rentrer en récession. Puisque la leçon de cette grande récession, qui est profonde si on regarde les chiffres, c'est que finalement, on a mis l'argent public pour compenser le coût. On n'accepte plus le coût social des récessions. Et ça, une fois qu'on a compris que cette boîte de Pandore dans le cadre d'une crise qui n'était pas une crise comme les autres, mais tout se justifie. Se justifie. Et en plus, je suis d'accord avec ça. D'accord. Mon point n'est pas de critiquer ça, mais tout se justifie. Et c'est inéluctable. C'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Et pourquoi on ne va pas l'utiliser encore dans le futur ? Donc vous n'êtes pas très inquiet parce que là, le sujet, c'est le tapering de la Fed. On va commencer à acheter un peu moins chaque mois, ce qui est peut-être le signal, effectivement, à terme d'une politique monétaire qui deviendrait plus neutre, voire restrictive. Vous n'êtes pas du tout inquiet sur le niveau d'accommodation que les banques centrales vont continuer de délivrer sur les prochaines années. Je pense que dans les 10 prochaines années, et peut-être au-delà, on aura des taux réels négatifs, j'ai pas dit des taux négatifs, des taux réels négatifs dans les économies occidentales. Donc, si l'inflation monte un petit peu plus chaque année, bien sûr, les marchés de taux vont remonter. Et au 4e trimestre, je fais la prédiction que les taux vont remonter pour des raisons
On n'aura pas le temps de débattre là. Pour autant, c'est pas grave. Après, sur le bruit de court terme du marché, si Monsieur Powell dit un mot de trop à Jackson Hole, moi j'attends rien de Jackson Hole, mais s'il dit un mot de trop, que les marchés corrigent, etc., c'est parce qu'on est dans une phase très euphorisante finalement sur les actifs risqués. Vous noterez quand même que j'ai entendu tout à l'heure sur l'IFO, c'est un peu moins bien qu'attendu. Vous savez, les indices de surprise économique qui permettent de mesurer l'ensemble de ce qui est au-dessus des attentes, en dessous des attentes, ils plongent tous. Ils sont même passés en zone négative sur les pays occidentaux depuis un moment, en Chine depuis plus longtemps que ça. Normalement, c'est des phases où on a plutôt des petites corrections de marché. Là, il n'y en a pas vraiment eu, puisque finalement, peu au pro, on est même au plus haut. Record historique tous les jours sur le marché américain. Sur le marché européen, ça a moins monté, mais l'euro ayant baissé, ça joue aussi. Il n'y a pas eu vraiment... On a eu un été finalement très tranquille. Il y a beaucoup d'euphorie. On cherche un petit peu les loups qui peuvent survenir un petit peu dans ce schéma-là. Il y en aura peut-être pas. Moi, sur ma vision moyen-long terme, je reste quand même très constructif. Mais à court terme, on a vu le luxe. On a fait 100% en un an sur les marchés actions. Il y a 3 mois, on aurait dit le luxe, il peut rien arriver. Bon, bah si, il arrive des choses. Quand les choses sont chères, il suffit d'un petit grain de sable pour que les choses corrigent. Voilà, donc moi je suis pas là pour commenter ça, je suis là plutôt pour donner un schéma un petit peu plus structurel, mes convictions sur cette orientation-là, et elles sont globalement pour la société plutôt bonnes. C'est ce que, les Américains disent, c'est le Main Street versus Wall Street, quoi. Peut-être un peu moins d'euphorie sur les marchés financiers et des salaires qui montent, quoi, pour les salariés. Et puis on fait tout très vite aujourd'hui. Donc on est peut-être déjà rentré dans la deuxième phase du cycle, qui veut dire que c'est pas la fin du cycle, mais qui veut dire que la hausse très forte des actifs risqués, c'est d'abord la première phase. La deuxième phase, elle est moins forte, mais elle est quand même présente. Pour conclure, Sébastien, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du comportement de vos clients, investisseurs, épargnants, là, chez Arkéa IS? Quelles sont les observations que vous faites en montant de collecte et puis surtout en type de produits, de solutions d'investissement là, qui intéressent? Où est-ce que va la demande aujourd'hui? Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans l'euphorie, mais ça marche très très bien. Je veux dire, on a une collecte de pratiquement 10% de nos encours. Et quand on parle de nos encours chez Arkéa IS, qui représente plusieurs boutiques, c'est 6 milliards d'euros quand même. Supplémentaires cette année. Et ça se fait avec quelle règle? La première règle, on en avait parlé ensemble, c'est la transformation de l'épargne accumulée pendant le Covid. Ça, nos réseaux font le travail de recyclage de cette épargne, des choses un peu plus longues. Tout le monde n'a pas tout dépensé cet été. Donc ça se voit aussi pour les entreprises, ça se voit sur les fonds. Donc c'est de l'épargne qui est en train de s'investir, ça se qui ne voit. sera pas dépensée en consommation, mais qui sera investie dans des placements. Bien sûr, acheter leur résidence secondaire pour faire du télétravail, mais globalement, il y a cette transformation d'épargne massive qui a lieu. Il y a les gains de part de marché qu'on observe pour Arkéa IS parce qu'on a eu des bonnes gestions, des bonnes performances. Et puis il y a effectivement les nouveaux produits qu'on lance qui sont un peu innovants, alors soit sur des axes ESG Impact, soit sur des axes plus spécifiques. Sur le ESG Impact, on a par exemple tout ce que fait notre filiale Swen Capital, bien sûr, qui est très présent sur l'impact en private equity, sur la méthanisation et sur les océans dans le dernier fonds qu'ils ont lancé. Si on regarde les produits innovants qui ont été faits au niveau de Fédéral Finance Gestion, par exemple, il y a un produit qui marche très bien, par exemple, dont on parle très peu, qui est bien vendu dans les réseaux. Les gens ont bien compris que les taux, ça rapporte plus grand-chose, les contrats euros, le livret A, etc. Mais j'ai pas envie de faire des actions. Donc, comment faire des actions ces gens qui sont averses au risque, un peu avec des protections. Alors c'est quoi la solution? Il y a les gestions sous mandat qui marchent très bien partout, dans tous les réseaux. On collecte beaucoup et ça se recycle et ça c'est de l'argent qui reste. Et puis on a lancé un produit qui s'appelle AIS Protect, qui est un produit structuré, mais avec de la vraie gestion derrière, où finalement à tout moment vous garantissez au client moins 15 par rapport à la plus grande DVL. Comme les marchés montent régulièrement, la VL est déjà à 112. Donc celui qui a acheté au début, il a déjà le capital garanti. Donc c'est une façon intelligente pour des clients qui n'ont pas envie de revenir sur les marchés actions, de revenir un petit peu et puis de profiter quand même du cycle qui est porteur sur les actifs aujourd'hui. Et oui. On a battu encore des records, comme vous le disiez, sur les marchés américains, notamment les marchés directeurs. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Barbe qui était avec nous en plateau, le président du directoire d'Arkéa IS.